Ah, vous êtes là? Eh bien, écoutez, salut à tous. Je profite de ce petit moment de disponibilité pour vous exposer en différé le, le topo sur le capteur de puissance que je vais faire au forum de La Rochelle Triathlon. Donc, voilà, je vais essayer d'être très très rapide. Donc, c'est le capteur de puissance entraînement cycliste. Donc, je vais exposer rapidement les quelques petites choses. Les modèles, pédalier, pédale, manivelle, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Réglage compteur, ça c'est important. Utilisation, les allures d'entraînement et course, ça aussi c'est très important. C'est très flou pour beaucoup de gens et ça c'est important. Décalage, pulsation et puissance, vous allez voir les limites des capteurs de fréquence cardiaque pour le coup. Un petit exemple de séance de travail qu'on peut faire. Voilà. Et puis, observer son comportement, plaisir à s'entraîner seul grâce au capteur de puissance, vous allez voir, ainsi que les tests possibles et la possibilité de mesurer sa propre progression et d'être très autonome sur son entraînement. Voilà. Donc, rapidement, les modèles possibles, on a au pédalier, rotor, SRAM. Donc ça, c'est assez fiable en général, même très fiable. En général, de toute façon, tous les modèles sont fiables. Après, moi, personnellement, j'ai un rotor. Bon, j'en suis très content. Je change de pile, une pile qui coûte 4,50 € tous les 5000 km. Donc, autant dire que ça va, c'est très raisonnable, c'est très simple à changer. Il y a d'autres modèles qui sont pas forcément aussi simples. En tout cas, moi, j'en suis satisfait. Je ne connais pas, bien sûr, la plupart des autres modèles. Sur la manivelle, il y a les manivelles stage, assez intéressant parce que c'est pas très cher. On a un seul côté, mais ma foi, moi, en tout cas, moi, ça me va très très bien sur mon rotor. Je pense que sur une manivelle, c'est pareil. On a des bonnes notions et des bonnes bases de travail. Voilà, sur les pédales. Sinon, PowerTap, Asioma, qui vient de sortir quelque chose qui semble fiable. Voilà, bon, Garmin. On n'en parle pas plus. Le coût, là j'en parle pas. C'est plutôt Mathieu Mazerolle qui nous en parlera au forum, qui nous en a parlé au forum. Réglage compteur. Alors ça, c'est important. Donc là, moi, sur mon compteur, voilà ce que j'affiche. En haut, puissance à 10 secondes. Puissance moyenne à 10 secondes. Ça, c'est très important de le régler comme ça. Si vous le mettez en puissance instantanée à 0 secondes, ça vous fait des valeurs qui fluctuent trop et on ne peut pas réellement les interpréter ou en tout cas les utiliser. Donc, il faut une moyenne à 10 secondes, c'est très bien. En dessous, fréquence cardiaque instantanée. Donc, voilà, ça vous permet de faire une corrélation entre votre puissance et vos fréquences cardiaques en permanence. Bien sûr, quand on a un capteur de puissance, un compteur digne de ce nom, il faut aussi avoir l'écran facile d'accès et visible tout de suite. Les gens qui ont ça planqué dans leur poche, aucun intérêt, quoi. Il faut pouvoir à tout moment jeter un petit œil. Ça permet de mettre en relation permanente vos sensations, vos fréquences cardiaques, votre vitesse éventuellement, mais surtout votre puissance et vos cadences de pédalage. Voilà, j'y viens. Donc, cadence de pédalage, très important, notamment au début. Très vite, après, on sait à très peu de choses près si on est à 90, à 100, à 110 tours minute. Et puis, un chrono. Parce que de cette façon-là, on travaille de toute façon avec capteur de puissance et c'est souhaitable. On travaille beaucoup au chrono, c'est-à-dire à faire des séances variées, de fractionner, de PMA, travail FTP. On va y venir plus tard. Donc, il faut un chrono facile d'accès. Deuxième type d'écran, ça peut être le chrono en haut, puissance à 10 secondes toujours. De toute façon, ça peut être la pente en pourcentage. Ça, c'est intéressant pour ceux qui travaillent en côte, en montagne, mettre en relation les puissances, le pourcentage, voilà, toutes ces choses. On pourrait mettre fréquence cardiaque ici au lieu de la distance. Bon, tout est possible. Ce qui compte, c'est sur l'écran, c'est aussi
pas mettre 300 informations, quoi. Hein, enfin, ce qui est intéressant à noter, c'est que là, vous voyez, je ne parle pas de vitesse à aucun moment. Donc là encore, chrono, puissance à 10 secondes, fréquence cardiaque, cadence. Et puis un dernier écran qui pourrait être distance, puissance moyenne. Ah oui, alors ça, c'est mon écran type que j'affiche pas, mais qui est mon écran, on va dire, récapitulatif en compète. C'est intéressant de temps en temps de s'y référer parce que là, vous avez distance parcourue totale. Si vous faites un half, ben, c'est bien sympa de savoir qu'il vous reste, là, on l'a en bas, hein, distance à parcourir, qu'il vous reste 10 bornes ou 15 km, etc. Savoir où on en est. Cadence moyenne sur le parcours complet. Bon, on s'en fout un peu, mais pourquoi pas. Puissance moyenne, ça c'est intéressant parce que si vous visez une puissance moyenne sur un half à 270 watts, ben voilà, ça permet au bout de 10 km de savoir un peu où on en est. Ah, je suis un peu haut, je suis un peu bas, on essaie de se ressaisir, voilà, hein, rester sur ces allures cibles. Et vitesse moyenne, pourquoi pas ici, chrono complet. Bon, voilà, ça c'est une chose très importante. Hein. Donc en gros, les paramètres importants, puissance à 10 secondes, chrono, fréquence cardiaque, cadence de pédalage. La vitesse n'apparaît quasi pas. Vitesse et vitesse moyenne. Les allures d'entraînement. Alors là, c'est quand même, là, ça commence à se compliquer un petit peu. Seuil aérobie, ce qu'on appelle SV1, hein, les nouvelles appellations. En gros, on est près de 65% de fréquence cardiaque max, c'est-à-dire pour un jeune qui monte à 200 pulses, 65%, ça fait à peu près 130. Hein. Un jeune qui est à l'entraînement en aérobie pure, un jeune, je parle de jeune de 20 ans, hein, à peu près, hein, bien sûr, on est sur du 130, 140 pulses, on est bien. Donc 65-70% de fréquence cardiaque max. Donc voilà, méfiez-vous de vos sorties longues, soi-disant en SV1, où vous vous retrouvez à 75% de fréquence cardiaque max, voire 80%. Ça, c'est pas bon parce que c'est fatigant et c'est pas spécialement payant. En correspondance watt, on pourrait dire que là, on est sur 45% de PMA. Hein, donc, ça veut dire que si vous avez une PMA de 400 watts, par exemple, 45%, ça doit nous donner un 180 watts en SV1. Et effectivement, si vous regardez vos correspondances watt-pulse, vous verrez que ça retombe à peu près là-dessus. Seuil anaérobie, ça c'est le seuil, on va dire, critique, hein, FTP, donc le seuil fonctionnel de puissance, c'est-à-dire l'allure de course type qu'on peut tenir sur 1 heure. Un contre-la-montre de 40 km, c'est FTP. Pour quelqu'un qui roule à 40 km/h de moyenne. Quelqu'un qui a 30 de moyenne, on parle de vitesse maximale sur l'épreuve. Hein. Celui qui arrive à faire 30 km dans l'heure, à fond, il est sur une FTP de 30 km/h. Bon, bien sûr, les kilomètres/heure, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est plus les watts qui comptent. Et là, eh ben, en pulse, donc on est à 85-92% de fréquence cardiaque max. Hein, ça dépend du type d'entraînement. Minimum 85, maximum 93. Quoi. Et en correspondance watt, ça correspond à peu près à 80% de la PMA. Donc, c'est-à-dire que si on a 400 watts de PMA, on va se retrouver à peu près à 320 watts de FTP, logiquement. Hein. Après, ça, c'est encore des fourchettes, des approximations. Ça reste à vérifier sur le terrain, mais bon, on ne sera jamais très loin de tout ça. PMA, donc la puissance maximale aérobie, qu'on mesure en watts en vélo, qu'on mesure en watts dans la plupart des disciplines maintenant, hein, de plus en plus, hein, on y vient. Et cette PMA, on est capable de la tenir à 100% sur 5 à 6 minutes. 5 à 6 minutes d'effort maximal. Donc, ça correspondrait à un 3500-4000 en vélo en contre-la-montre, par exemple, 4 km à fond. Ça correspondrait à un 1500 en course à pied, etc. Voilà, donc ça, c'est des choses qui se travaillent, bien sûr, hein, puissance maximale aérobie.
c'est un petit peu le déterminant de tout le reste. Si on a une PMA très élevée, on risque d'avoir une FTP élevée puisque c'est un pourcentage de la PMA, etc. Vous le comprenez bien. Allure half, bon, j'en parle comme ça, même si ce n'est pas une allure d'entraînement, mais ça, là, on est plus sur des allures de compète. En fait, ça ne se travaille pas, ce n'est pas des allures qui se travaillent, c'est à la limite des allures qui se règlent quelques jours avant l'épreuve pour bien se caler, mais ça ne se travaille pas, ça n'apporte pas grand-chose de travailler ça. Donc, c'est environ 65% de la PMA en watts. Et sur un Ironman, on est environ à 55% de la PMA. Donc, si on regarde un peu les chiffres, si on a une PMA de 400 watts toujours, 65%, ça nous ferait 260 watts de FTP, d'allure half. 260 watts sur 90 km pour optimiser sa course. Voilà. Sur un Ironman, 55% de 400, ça nous fait du 220 watts, 220 watts. 220 watts, ça roule déjà à 36 de moyenne sur un parcours roulant. Donc, c'est 36, voilà, c'est 5 heures à peu près sur un Ironman, sur le parcours vélo. Voilà. Autre, les puissances anaérobie alactique, par exemple. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler quasiment la puissance maximale, puisque c'est le sprint pur, ça. Donc, ça, c'est toujours intéressant de le travailler et de le mesurer, parce que justement, grâce à votre capteur de puissance, vous serez capable de dire, tiens, je peux tenir 800 watts pendant 6 secondes, ou 900 watts, ou 1200 watts. Enfin, voilà, c'est déterminant quand même, parce que quelqu'un qui n'est pas capable de mettre plus de 550 watts, peut-être sur 6 secondes, évidemment, il n'aura pas une puissance maximale aérobie à 400. Ça, c'est sûr. On peut dire que ça, on est sûrement sur du 200% de la PMA, au moins. Ouais. Donc voilà, logiquement, ça, c'est un des facteurs déterminants aussi. Et c'est grâce à la muscu qu'on pourra également améliorer cette puissance anaérobie alactique, la muscu et le relâchement dans le geste à l'effort maximal, assis ou en danseuse. Bon, voilà, c'était un petit passage, là, je voulais qu'on en parle vite fait. Alors, décalage puissance-pulsation, ça c'est important. Donc là, j'ai un petit graphique que j'avais fait il y a très longtemps, là, alors, on a la courbe jaune, c'est les puissances en watts. Donc, c'était sur un petit exercice de fractionné court, sans doute, des 30-30, des choses comme ça. Et par contre, on a la courbe rouge, c'est les fréquences cardiaques. Et donc, on se rend compte que la réponse cardiaque à l'effort, elle est retardée. On ne se retrouve pas à 160 pulsations en 4 secondes par rapport à un départ à l'arrêt, alors que la puissance, c'est immédiat. Donc, on a un décalage. Alors, évidemment, sur des travails de fractionnés courts, ça pose problème parce qu'on se rend compte qu'on est déjà ici sur la récup, alors qu'on est encore à limite avoir le pouls qui monte. D'accord ? Donc, ça veut dire que se référer à ces pulsations sur des travails de 30-30 serait un peu bête, puisqu'en fait, ça ne reflète pas l'effort, Ça reflète pas l'effort. Donc, voilà, c'est un peu la limite. Après, sur des efforts type FTP, où on fait des séances de 3 fois 10 minutes, par exemple, à l'allure course, bon, même s'il y a un petit décalage sur le temps de réponse de 20 à 30 secondes au début, ce n'est pas très grave parce qu'il reste quand même 9 minutes 50 pour se caler. Donc, voilà. Les pulsations, on va dire, on peut s'en servir éventuellement plus facilement sur des fractions longues. Voilà, ça c'était important. Bon, ok. Exemple de séance. Alors là, je vous montre une petite séance que j'ai fait, je ne sais plus quand, peu importe. Répétition de 18 côtes d'environ 1 km, soit 2 minutes 30 d'effort. Effort à 380 watts, plus les 30 dernières secondes à 450 watts, récup en descente. Donc voilà, ça faisait en gros 2 minutes à 380 et 30 secondes à 450 sur le final des côtes. Je travaille souvent comme ça, j'aime bien être sur des efforts progressifs avec une fin à PMA. Voilà, donc ça donnait ça.
Donc 18 côtes, hein, ça fait une grosse séance. Hein. Quand on a fini ça, normalement, on a son compte. On a du mal à aller courir 4 km même en footing, hein, c'est costaud. Et donc voilà. Et donc grâce au capteur de puissance, ben, on peut vérifier qu'effectivement, à chaque fin de répétition, il y a ce petit pic d'effort là, tac, 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 hein, ici, petit pic d'effort à 450 watts environ. Voilà, là j'ai mis le curseur ici, on voit 450 watts à 21 km/h, donc sur des pourcentages qui étaient de l'ordre de 7 à 8% hein, de souvenirs. Voilà, donc rotation 70 tours minute environ. Voilà le type de séance qu'on va pouvoir ressortir et analyser après coup, et c'est toujours intéressant. S'entraîner seul, voilà, on ne raisonne pas en kilomètres-heure, mais en puissance développée, hein, c'est ce que je vous ai un petit peu dit tout à l'heure. On prend plaisir à maîtriser ce qu'on fait parce que, bien sûr, là, les mesures sont objectives. Hein, on arrête de se voiler la face à se dire « ouais, j'ai battu mon record sur tel tronçon, j'ai progressé ». Si on fait un tronçon avec 30 km/h de vent arrière alors qu'on l'avait fait avec des conditions sans vent, évidemment, on va améliorer, mais ce n'est pas un gage de réussite, quoi. Donc là, on va pouvoir mesurer tout ça. On comprend mieux les erreurs des autres en compétition, hein, notamment vous faites même un M ou un half, vous voyez les gars, vous passez comme des bombes en vélo sur les bosses en attaquant comme des malades, et puis en fait vous vous rendez compte qu'au fur et à mesure de la course qui avance, bah, les gars ils passent de moins en moins vite, et à la fin, bah, quand vous les passez au début de la course à pied et qui sont à la ramasse, et ben, c'est peut-être et certainement dû à ce genre d'erreur de course. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le capteur de puissance, une fois qu'on a bien travaillé et qu'on comprend bien ses allures, on est capable d'avoir une allure la plus stable possible. Hein. La plus stable possible, c'est toujours ce qui vous amènera le plus vite à l'arrivée. Toujours. Toujours. À partir d'une course aérobie, c'est toujours le cas. Enfin, oui, aérobie, voire anaérobie, hein, même à 400 mètres, si on part trop vite, eh ben, on le finit mal, hein, à 400 mètres course à pied. Hein. Donc, tout doit se faire à l'allure la plus stable possible. Voilà, c'est ce que je disais, on optimise sa maîtrise d'allure et sa performance générale. On progresse et on mesure ses progrès. C'est ça qui est sympa. Voilà, test de terrain, 16 séances de PMA, séances FTP. Alors voilà, moi ce que je préconise, hein, je ne suis pas un adepte des tests de terrain type test d'effort, genre en FTP, allez, vous allez faire 20 minutes à bloc, on essaie d'améliorer. C'est très contraignant, c'est très dur. Alors que quand on fait une séance de PMA, je vais dire un exemple, on a 20 fois 45 à faire, donc c'est une séance de 30 minutes par exemple, non-stop à peu près. Hein. Oui, c'est pas à peu près, ça doit être ça. 30 minutes de 45. Si on arrive à enchaîner 45 secondes vite, 45 récup pendant 30 minutes à, je vais dire, 400 watts par exemple, en étant à bloc, mais on les tient, eh ben on peut considérer que sa PMA, elle est là, quoi. C'est ça qui est intéressant. Et puis au fil des progrès, peut-être 3 mois plus tard, la séance, elle passera à 430. Et voilà ce qui compte. Réaliser absolument un test de PMA, je ne suis pas spécialement pour, parce que le problème, c'est que le jour J, vous n'êtes pas dedans, ou vous avez un peu quelque chose qui vous contrarie, peu importe, on n'est pas à fond, et puis on risque de faire des tests pas révélateurs de votre réel niveau, soit souvent sous-évalués. Et quand on sous-évalue sa PMA, après, aux entraînements, on ne va pas forcément aller chercher la petite bête pour progresser, quoi. Hein, imaginez, vous faites un test de PMA et vous sortez un 360 watts, et qu'en fait, sur des 45, vous êtes capable de les tenir à 420, ça serait dommage de les faire à 360. Parce que là, pour le coup, on ne travaille pas, quoi.
Voilà, il ne faut pas avoir peur d'être un petit peu approximatif et surtout un petit peu au-delà de ces allures théoriques. Voilà, ce qui peut être intéressant pour une séance FTP, hein, c'est ce que j'exprime là, c'est de faire une course ciblée, genre un contre-la-montre individuel, où on met un dossard, et là on fait un 20 bornes à bloc, et là comme on a un dossard sur le dos, bah, c'est plus facile de s'investir. Moi je me sers de ce genre de petites courses, éventuellement pour faire des tests. C'est ça qui est intéressant. Mais faire un test à l'entraînement, bon. Voilà, alors, une petite chose très importante, la FTP, on peut l'améliorer nettement sans augmenter sa PMA. Vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai dit que la FTP, c'était environ 80% de sa PMA en valeur watts. Donc, si cette FTP, on arrive à la monter à 85% de sa PMA, sans améliorer sa PMA, on progresse énormément sur une allure course type chrono d'1 heure. Évidemment, si on améliore la FTP, on améliorera également ses allures half, voire Ironman, etc. La mesure est l'objectif d'année en année. Voilà, d'année en année, on peut reprendre ses performances sur une même épreuve, sur des mêmes types de séances, sur tout ça. On a des historiques maintenant avec les sites Garmin, Strava, tout ce qu'on veut. On a vraiment moyen de revenir sur tout ça et faire des analyses à long terme, enfin, je veux dire, des analyses, revenir sur des données lointaines, et c'est très, très intéressant. Voilà, compréhension de sa performance ou contre-performance, tout ça, c'est l'analyse objective de ce qu'on peut faire grâce à tout ça. Voilà, bah, vos questions, ça c'est pour le forum, on n'en parle pas là maintenant, quoique, pourquoi pas, vous pouvez me mettre un petit commentaire à la suite de cette vidéo, et puis je me ferai un plaisir de répondre, si tant est que j'ai la réponse, mais sinon j'essaierai de la trouver, mais enfin normalement je l'aurai. Voilà les enfants, et ben écoutez, je pense que c'est pas trop mal, j'ai pas été trop long, on va essayer de clôturer là-dessus. À très vite, salut.